sait un peu plus sur l'affaire de Leslie et Kevin. Et malheureusement, tout ça reste sordide. On l'imaginait. Mais c'est un carnage. Alors je remercie la personne qui m'a envoyé le papier du Parisien, que je vais lire comme tel. L'histoire secrète derrière la mort de Leslie et Kevin. La blanquette de veau a mijoté sur le poêle à bois toute l'après-midi. Les bières sont sorties et les manettes de jeux vidéo sur la table basse. Ce vendredi 25 novembre 2022, la soirée s'annonce paisible et joyeuse. Kevin Trompa, alias VP, et Leslie Orelbeck, Kik, pour ses amis, sont invités à dîner chez leur copain Nicolas, dans le petit village de Praek, à une dizaine de kilomètres de Niort. Le jeune couple de 21 ans et 22 ans s'est formé 3 semaines plus tôt. Leslie, brindille brune d'1,50 m, exhibe un nouveau tatouage en forme d'arabesque qui s'entoure autour de son oreille droite. C'est Kevin qui a réglé la facture. Il était très amoureux, Kevin. Était aux petits soins avec elle. Après avoir dégusté la blanquette, bu plus que de raison, fumé et sniffé de la coke jusqu'à 3 heures du matin. Les deux amants ont prévu de dormir chez un autre ami, Tom, avant de s'offrir une virée à Bordeaux pour le week-end. Leslie et Kevin l'ignorent, mais à 600 mètres de là, 4 hommes complotent à l'ombre du château de la Voûte. Une belle bâtisse datant de la Renaissance, entourée d'un parc et d'un parking qui sert de point de deal. Ils sont toute une génération, 2000, et partagent au moins 2 passions communes, les rêves parties et la consommation de drogue dure. Il y a là Tom Trouillet, ancien flirt de Leslie et ami, du moins en façade, de Kevin. Nathan Badji, un proche du premier, est également présent. Il a rameuté Enzo Chaland, ouvrier intérimaire aux allures d'étudiant, et Michael Zadi, un angevin aux fines dreadlocks. Ces 4 jeunes hommes ont des casiers judiciaires vierges, ou ne sont connus des autorités que pour quelques délits mineurs liés aux stupéfiants. Ils s'apprêtent pourtant à exécuter un très sombre projet criminel, un guet-apens implacable qui se soldera par les assassinats barbares de Kevin et de Leslie avant l'aube. Mon rôle, c'était de prêter ma voiture, Tom, Nathan et Mika, de les tuer, dire Enzo en garde à vue. Tom voulait les choper ou les tuer, appuiera Nathan. Mais pourquoi ? Après 5 mois d'enquête, les gendarmes de la section de recherche de Poitiers pensent avoir percé les mystères de la disparition de Kevin et Leslie. 5 hommes ont été mis en examen et écroués entre le début mars et mi-avril. Tom apparaît désormais comme le personnage principal de l'affaire et la clé pour comprendre les crimes. Les investigations dessinent en filigrane une histoire de haine, une haine profonde et devenue obsessionnelle, dirigée contre un homme, Kevin. Une haine nourrie par un mélange explosif entre sentiments de trahison, humiliation et de crainte à l'égard de celui qui avait séduit sous ses yeux et sous son toit la femme dont il était toujours amoureux, et qui, dans le même temps, le rabaissait et exigeait le règlement d'une dette sur fond de trafic de stupéfiants. « Je suis trop bon, trop con », rigolait souvent Tom. Mais sous le masque du gentil nounours, généreux et effacé, la colère gronde et couve comme un volcan endormi. En cette nuit du 26 novembre, un compte à rebours mortel sature ses pensées. Peu avant 2h30 du matin, Tom envoie un premier message à Leslie pour lui demander à quel moment elle et Kevin comptent quitter la soirée blanquette de veau. Environ une demi-heure plus tard, le couple sort de la maison de Nicolas, bras dessus, bras dessous. 30 mètres plus loin, à peine, ils arrivent déjà au domicile de Tom, théâtre du futur massacre, où ils doivent passer la nuit. Onyx,
Le staff croisé malinois de Leslie les attend sagement. Tom, dissimulé dans la pénombre, derrière un mur, observe la scène. Quelques minutes plus tard, à peine, le locataire des lieux rentre à son tour. Il prétend revenir d'une fête techno pour leur faire un petit coucou avant qu'il ne se couche. Kevin porte son éternel jogging Lacoste. Leslie est vêtue de sa petite veste noire. On prend une trace de coke, on fume un pétard, expliquera Tom en garde à vue. Dès lors, c'est la certitude que Leslie et Kevin sont bien seuls dans la maison et qu'ils ne comptent ni ressortir ni accueillir d'invités. Le petit coucou se transforme en baiser de la mort. Via une messagerie sécurisée, Tom envoie le top départ à Nathan et Michael qui patientent dans une ruelle. Nathan se présente à l'entrée de la maison en tenant un marteau à la main. L'attaque se déroule dans un temps court, 2 ou 3 minutes peut-être, selon les aveux de Nathan. Celui-ci se précipite d'abord sur Kevin en le frappant violemment à la tête à plusieurs reprises, pendant que Tom, une armoire à glace d'1,88 m, maîtrise facilement Leslie, sortie du lit. Les brefs cris de terreur de la jeune femme sont entendus à l'extérieur de la maison par Enzo, resté dans la voiture. Tom m'a demandé de l'aider pour assommer Leslie. J'ai donné 2 coups sur la tête de Leslie. Elle est tombée direct. Tom a achevé Kevin alors qu'il était encore vivant, admettra Nathan devant les enquêteurs. Pendant cette scène ultra-violente, Leslie lâche quelques murmures suppliants avant de s'effondrer. Leslie lui demandait « Pourquoi, Tom ?» Comme si elle s'est sentie trahie, ajoutera Nathan. Quand il frappait Kevin, Tom a dit « Fallait pas trahir la famille ». Un truc comme ça. Le couple inerte est ensuite chargé dans le coffre de la Peugeot d'Enzo, tandis qu'Onyx, le chien, reste enfermé dans la salle de bain. Après cette mission d'élimination méthodique, les 4 hommes prennent la direction de Coulon, dans les Deux-Sèvres, dans le marais Poitevin. Objectif, enterrer les corps de Leslie et de Kevin. Tom, présenté comme le maître des opérations, connaît un terrain de pêche auquel il a accès. Arrivé sur place, il se rend compte qu'il a oublié les clés chez lui, les clés du cadenas fermant le portail de la propriété. Le commando fait alors demi-tour, avec Kevin et Leslie toujours dans le coffre. Le groupe se scinde en 2. Pendant que ses 3 complices patientent à l'extérieur, Tom rentre quelques minutes chez lui, dans sa maison maculée de sang, du sol au mur. Il fouille toutes les pièces à la recherche de la clé du cadenas. Il en aura aussi profité pour mettre la main sur le contenu de la boîte grise dans laquelle Kevin conservait une partie de ses produits stupéfiants. Tom est ensuite rejoint par Nathan qui suggère de procéder à un premier ménage. C'était un carnage, il y avait du sang partout, dira-t-il. Certains vêtements tachés d'hémoglobine sont rassemblés dans un sac poubelle. Soudés par leur projet mortifère, le groupe reprend la route vers Coulon, au volant de la Peugeot. Tom laisse ses complices sur une aire de repos et part seul à la station-service pour faire le plein. Mais des bruits terribles contre la carrosserie se font entendre à l'arrière. Arrivé sur le terrain de Coulon avec ses 3 complices, le jeune homme ouvre le coffre. Le jour se lève, comble de l'horreur. Tom comprend que Leslie est encore vivante, ce qui n'empêche pas de l'achever de sang-froid, au dire de Nathan. J'ai vu Tom qui lui donnait des coups de pelle, pendant que Michael et Enzo restent impassibles. Choqué, Nathan prête main forte à Tom et l'aide à sortir les corps du coffre pour les placer sous une toile de tente déjà montée, comme s'il purgeait une haine contenue depuis longtemps. Tom se met à insulter les dépouilles de ses 2 anciens amis. Enzo n'en peut plus. Il demande à quitter les lieux et rentrer chez lui. Comme personne ne sait quoi faire des corps dans l'immédiat,
il est décidé de se contenter sur le ménage de la maison de Tom. Les cadavres de Leslie et Kevin sont abandonnés à l'intérieur de la tente, sans surveillance. De retour à Prague, Tom et Nathan et Michael remettent les pieds dans la maison du carnage, où flotte une odeur de mort. Tom et Nathan, selon le récit de ce dernier, passent le rez-de-chaussée au White Spirit. La porte de la cuisine tachée de sang de matière irrécupérable est dégondée et dissimulée au grenier. Les effets personnels de Leslie et de Kevin suivent la même trajectoire. Mais une bague en métal argenté portée par la jeune fille semble échapper à la vigilance de ses agresseurs. Elle sera retrouvée par les gendarmes tachée de sang, près du meuble télé. Insoutenable légèreté, ou manière très froide de brouiller les pistes, Tom Trouillet décide le samedi en fin d'après-midi de reprendre la route au volant de son camion aménagé, en compagnie de Michael. Direction Paternais, à une quarantaine de kilomètres au nord de Niort, où se déroule une soirée techno légale, selon ses explications. Il y retrouve de nombreuses connaissances, consomme de la kétamine, du LSD et s'enfile l'équivalent de 2 bouteilles de rhum. Une façon pour lui peut-être de ne pas se retrouver seul face aux fantômes de Leslie et Kevin. Dans le même temps, Nathan est parti à La Rochelle, soi-disant pour boire un verre. Puis il a rejoint Tom et Michael à Parthenay. Enquêteurs et magistrats le soupçonnent d'avoir pris en charge une 5e personne, surnommée le K, arrivé du Havre à La Rochelle en Blablacar. Cet homme décrit comme capable de faire disparaître quelqu'un, est récemment revenu d'Ukraine où il aurait combattu contre les Russes. Aurait été appelé en renfort par Nathan pour effacer les preuves et les aider à se débarrasser des corps. Cette ultime étape se serait déroulée à la nuit tombée, le lundi ou le mardi. Originaire de Puyraveau, Nathan reconnaît avoir eu l'idée d'enterrer Leslie et Kevin dans un bois situé à quelques kilomètres de chez lui, sur la commune de Vierzon. On met Leslie dedans, car le trou est pour un seul corps, soufflera-t-il en audition. Le terrain n'est pas très facile à creuser. Du coup, on décide d'aller ailleurs pour mettre Kevin. Le corps du jeune homme est enterré dans une décharge située en pleine nature sur la commune de Puyraveau. Les 2 dépouilles sont recouvertes de couches de chaux vive afin de réduire les odeurs et limiter les risques de découverte. Un produit acheté par Nathan et le cas dans un supermarché. En guise de tragique épilogue, reste enfin à régler le triste sort d'Onyx. Les assassins de sa maîtresse ont d'abord tenté de l'empoisonner en l'enfermant d'abord plusieurs jours dans la salle de bain de Tom, avec des boulettes de bœuf mélangées à de la morora. Mais le fidèle compagnon de Leslie a le pelage épais. Tom aurait alors chargé Nathan de l'exécuter avec le fusil de chasse de Kevin. Il m'a confié le chien, mais je lui ai menti, lâchera ce dernier en garde à vue. Je n'ai pas pu le tuer. Je suis allé jusqu'en Dordogne où je l'ai lâché. L'animal serait vivant à ce jour. Onyx n'a jamais été retrouvé. Tom, qui conteste avoir tué Kevin et Leslie, visé par un réquisitoire supplétif pour assassinat. Lors de sa garde à vue, Tom a contesté avoir tué Kevin et Leslie. Il assure être resté à l'extérieur de la maison de Prague, pendant que Nathan Badji et Michael Zadi auraient éliminé ses amis à l'aide soi-disant d'un marteau et d'une hachette. Le jeune homme admet l'existence d'un projet criminel qui visait seulement, dit-il, à carotter Kevin en lui volant sa drogue. Avec ses complices, il aurait accepté d'y participer en raison d'une haine, selon ses propres termes, à l'égard de Kevin. Un sentiment nourri à la fois par le sentiment de trahison. Il serait encore amoureux de Leslie et la pression financière. Kevin lui réclamait le remboursement d'une créance de 30 000 € qu'il ne pouvait honorer.
Le 2 mars, lors de son interrogatoire de première comparution, Tom a été mis en examen uniquement pour les enlèvements et séquestrations. Mais selon nos informations, le jeune homme est visé depuis le 21 mars par un réquisitoire supplétif du procureur de la République de Poitiers, qui réclame des poursuites pour assassinat, après les aveux accablants de Nathan et Enzo à son égard. Tom devrait être réentendu prochainement par le juge d'instruction et risque une nouvelle mise en examen. Les enquêteurs voient en lui le commanditaire de ce projet funeste et ultra-violent, dont il est le seul à connaître les ressorts intimes. Tom est un manipulateur, je m'en suis rendu compte après, a déploré son ami Nathan lors de ses confessions. Tom Trouillet aurait prétendu être en danger de mort pour le convaincre de participer à cette opération d'élimination. Il a dit que Kevin allait le tuer ou allait tuer sa famille. Il devait une très grosse somme d'argent à Kevin. J'ai voulu l'aider par loyauté, comme un frère d'armes. Je n'aurais pas dû. Avec le recul, Nathan comprend enfin l'autre versant des motivations de son complice. Je sais que Tom avait la haine contre Kevin et Leslie. Il m'a dit qu'il avait en travers de la gorge parce qu'ils se sont mis ensemble. Ils se sont un peu foutus de sa gueule quand il les a hébergés. Ils se servaient de lui. Leslie ne serait donc pas une victime collatérale. Nathan, toujours. Tom m'a dit qu'il fallait faire en sorte que Leslie ne soit pas là, et que si elle était là, eh ben tant pis pour elle, elle y passerait comme Kevin. Voilà le papier du Parisien. Alors, c'était bien ça. Alors c'est arrivé chez Tom. On s'était posé la question s'il y avait des complices pour Tom. Où avait-il attendu toute cette soirée? On a la réponse. Pas loin. Ça ne s'est pas passé en une soirée, mais plutôt en 3 jours. Parce qu'il n'y avait pas le temps. Que les téléphones des uns et des autres ont plutôt borné après dans la soirée. Je me pose toujours la question du père, comment a-t-il pu comment a-t-il pu détailler aussi bien cette soirée alors qu'il n'était pas présent? Une histoire de 30 000 €, je trouve que ça fait beaucoup aussi. Je sais pas pourquoi cette affaire me touche comme ça. Ne les réveillez pas, ils sont dans leur sommeil, comme de petits œufs, comme de jeunes abeilles, de simples arbrisseaux, poussant près des fontaines, d'où naissent toutes les eaux, toutes rivières idem. Ne les réveillez pas, ils sont dans leur sommeil, un ongle de mica et la lèvre vermeille, tandis qu'au-dessus d'eux, une forme attentive songe aux instants d'avant, où elle était pareille, elle était semblable, rangée sous une table, haute comme une chaise, petit meuble bancal. Ne les réveillez pas, ils sont dans leur sommeil. Ce songe indolore qui conduit là-bas, on en a vu des équipages s'endormir,
s'endormir comme ça. Ne les réveillez pas. Ils sont dans leur sommeil comme de petits soldats, raisins sur une treille qu'on ne cueillera pas au milieu des vallons et des vallées sans nombre. Regardez-les dans l'ombre de jouets insignifiants dans la chambre lilas. Ils sont dans leur sommeil, ne les réveillez pas. J'ai refermé la porte de ce monde-ci afin que rien ne sorte comme d'un petit enclos au flanc d'une colline où les choses poussent pour se couvrir bientôt d'une toison rousse. Lorsque l'automne est là, ne les réveillez pas. Ils sont dans leur sommeil, ne les réveillez pas. Ce songe d'indolore qui conduit là-bas. On en a vu des équipages s'endormir. J'ai refermé la porte. Ne me demandez pas si cette chambre existe, si elle n'existe pas, comme une place forte. Marcher dans la chambre lilas. Ne les réveillez pas, le reste est sans objet.